Pourquoi ce dont ils ont besoin, c'est une dissertation entièrement rédigée et qu'est-ce que les autres acteurs du marché, les autres manuels leur donnent à la place? Alors, je pense qu'ils sont, comment dire? Si on revient un petit peu à ce dont tu parlais au départ, le manuel «Je vais vous apprendre à intégrer HEC», à mon avis, ce qui le différencie des autres manuels et des autres messages, c'est qu'il est éminemment pragmatique, en fait. Et donc, comme je répète souvent à mes élèves, je leur dis, si tu veux devenir bon en 100 mètres, il va falloir faire des 100 mètres. Si tu veux devenir un bon footballeur, il va falloir faire des matchs. Et donc, bien évidemment, ça ne doit pas se résumer à ça, mais pour devenir bon en dissertation de culture générale dans 4 heures, dans des conditions stressantes, il faut faire des dissertations de culture générale en 4 heures dans des conditions stressantes. Et, euh, et notamment, il faut se confronter, il faut lire des dissertations et essayer après soi-même de refaire des dissertations. Et qu'est-ce qu'un manuel standard te donne, un manuel standard de culture G ou un cours de culture G que j'ai en prépa? Qu'est-ce qui te donne par contraste pour que les gens voient la différence entre les deux? Il donne surtout un cours en fait. Ah oui, ce que j'aurais dû préciser, c'est que chaque année, il y a un thème. Il y a 2 ans, c'était la parole, l'année dernière le corps, cette année c'est la mémoire. Il y a un thème et grosso modo, alors il y a de tout, hein. Il y a des profs plus ou moins bons, mais généralement les profs font un très long cours sur le thème. Donc en gros, pour expliquer aux gens le concept du thème, et tu me diras si je massacre mon explication. Chaque année, bon, du coup, tu vas avoir un sujet en culture G, c'est similaire au sujet de philo que tu as au bac, tu fais une dissertation. La différence, c'est qu'en prépa, tu connais le thème de ton sujet, et donc tu sais généralement voilà, le grand thème, le grande zone de connaissance qu'il faut que tu connaisses pour avoir des références pour répondre à la question. Et donc les profs vont passer la majorité de leur temps à te donner la matière qui va alimenter ta dissertation finale. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et la pièce du puzzle que toi qui as identifié qui manquait aux gens, c'est le fait de, ok, tu as beaucoup de matière, mais au final, ce que tu fais, c'est pas juste réciter des connaissances, c'est devoir organiser tout ça dans une dissertation qui soit convaincante pour le correcteur. Et donc, peut-être que les gens manquent de pratique ou manquent de compréhension pragmatique de ce qui fait une bonne dissertation. Parce que dans l'année, tu vas en faire combien de dissertations? 6, peut-être un peu plus, avec ton prof. Donc, ouais, dans les bonnes prépas, c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, c'est assez peu, quoi, dans l'échelle des choses. Le nombre d'heures que tu vas passer à emmagasiner des connaissances versus le nombre d'heures que tu vas passer à pratiquer finalement l'épreuve sur laquelle tu seras évalué, il y a il y a un ratio qui est assez faible entre les deux. Je voudrais revenir sur cette idée de la recherche de marché. Donc, tu es en contact avec les gens qui sont sur ta liste email. Est-ce que tu as des méthodes particulières que tu utilises pour susciter des réponses de leur part ou pour créer ces interactions-là? Et est-ce que tu as d'autres techniques que tu utilises au-delà simplement des emails qu'on t'envoie? Est-ce que tu fais des sondages? Est-ce que tu fais autre chose? Alors, sur les réponses, dans le premier email, dans l'email de bienvenue, il y a toute une partie où j'incite l'élève à m'écrire pour me dire, et je les lis, hein, tous ces emails, j'ai une note dans Evernote après, ou à me donner grosso modo ces 3 principaux problèmes en culture générale pour préparer les concours. Et aussi, je leur demande, parce que je leur dis que grosso modo, je vais faire des dissertations, des synthèses, enfin je vais leur donner gratuitement tout au long de l'année des dissertations, des synthèses, des plans détaillés, et je leur dis voilà, que je suis pas encore certain de la répartition des différents types de contenus que je vais leur donner, et je leur dis est-ce que tu préférerais des dissertations, des synthèses, des plans détaillés? À toi de me dire dans quelle proportion. Et j'ai aussi il y a, pour les personnes qui commandent les 2 manuels, s'ils me transfèrent l'email de confirmation d'Amazon, ils reçoivent 2 autres dissertations. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses inattendues ou surprenantes que tu as appris, un exemple qui te viendrait à l'esprit par ce processus-là de discuter avec ton marché?
Alors, c'est très très général, mais souvent, moi, ça fait quand même peu de temps que je fais ça. Et je pense qu'au départ, on est souvent naïf. On se dit, moi, c'est toujours pareil, on crée un produit, on se dit que bah, voilà, les gens vont aimer. Comme il y a, comme dit mon ami, le product to market fit, on se dit que les gens vont le commander tout de suite. Alors qu'en réalité, là, il y a une vraie nécessité de convertir les personnes, de leur expliquer et de les persuader. Et ça, je m'en suis rendu compte. Ah oui, c'est vrai qu'une autre chose que je pourrais dire, en plus, on a parlé un petit peu de ManyChat avant de commencer le podcast, c'est que l'année dernière, j'ai testé ManyChat en décembre, parce qu'on en avait parlé. Et je me disais, c'est peut-être mieux que l'email. Et comme je l'avais dit, comme je suis un peu connu en prépa HEC, j'ai eu très rapidement quasiment 3000 personnes. En revanche, derrière, j'ai très peu converti. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.